C'est l'heure de politique, notre émission en partenariat avec Slate.fr et à mes côtés son directeur Jean-Marie Colombani qui a longtemps dirigé le quotidien Le Monde. Alors la République en marche, c'est fini. Le parti d'Emmanuel Macron s'appelle désormais Renaissance. L'annonce vient de tomber au cours d'une conférence de presse où les hommes du président ont scellé une nouvelle alliance avec les mouvements d'Édouard Philippe et de François Bayrou. Son nom, Ensemble. Objectif s'imposer lors des législatives de mi-juin. À gauche aussi, le temps des négociations a sonné et abouti. La France insoumise a convaincu les écologistes, les communistes et la direction socialiste. Mais le Conseil national du PS doit encore valider l'accord. Pour ces législatives, la gauche s'avance unie, ou presque. Ce sera sans François Hollande, Bernard Cazeneuve ou Jean-Marc Ayrault. Yasmina Jaffar, journaliste à Franc-Tireur, vous êtes avec nous. Oui, bonjour. Tout comme Stéphane Vernet, rédacteur en chef à Ouest France, et Pascal Jalabert, éditorialiste, spécialiste des territoires, et Jean-Marie Colombani, bien sûr, vous êtes avec nous. On va tout de suite parler de ce nouveau parti, si on peut dire. On va écouter l'ancien Premier ministre Édouard Philippe qui parle de Renaissance. Nous sommes ensemble parce que le président de la République a souhaité recomposer la vie politique il y a déjà plus de 5 ans. Nous sommes ensemble parce qu'au soir du premier tour, il a indiqué qu'il convenait pour réussir le second quinquennat de créer une forme d'unité qui, elle seule, permet la cohérence et l'action d'une majorité. Nous sommes différents, mais ces différences qui sont respectées sont de toute évidence un atout pour construire quelque chose en commun. Édouard Philippe qui parle donc de cette nouvelle confédération, si on peut dire, ça s'appelle Ensemble. Jean-Marie, vous êtes ému? C'est beaucoup dire. C'est beaucoup dire. Non, Ensemble, d'abord, personne n'y croyait au départ parce que c'était vraiment très vasouillard. Là, il faut bien montrer qu'on part à la bataille, un seul camp part à la bataille. Et le lendemain de l'union à gauche, c'est pas mal trouvé comme calendrier. Un modèle de loyauté, toujours Édouard Philippe, dans le discours, mais en même temps la différence. Alors, nous sommes différents, il affirmera tout au long du quinquennat, je pense, sa différence. Donc c'est l'élément intéressant de ce conglomérat. Après, le mot « Renaissance » qui est choisi pour le parti d'Emmanuel Macron, c'est Renaissance Horizon pour Édouard Philippe. Il n'y a plus aucune référence à un socle idéologique, plus aucune référence à une histoire quelconque. On trouve des noms comme ça, Horizon, Renaissance, c'est un signe des temps vraiment, du fait que et d'ailleurs on se rattache beaucoup plus à une personne dans l'espèce. Tout ça est fait autour du président de la République, autour d'Emmanuel Macron. Voilà, donc c'est un marqueur de l'ère du temps, alors qu'auparavant, on avait le Parti socialiste, les Républicains quand on était conservateur, et ainsi de suite. Tout ça semble vraiment mis de côté pour... maintenant, on cherche des noms, comme au fond, dans les entreprises, on cherche des noms, où on cherche des nouveaux noms pour marquer un nouveau départ. Toujours un peu de communication politique. Renaissance, ça rappelle aussi Renew. Renew, c'est le nom au niveau européen du groupe d'Emmanuel Macron. C'est une manière aussi de s'ancrer vraiment... en tant que parti pro-européen, peut-être aussi en opposition, qui sait, à Jean-Luc Mélenchon? Oui, c'est qu'avait porté la liste pro-Emmanuel Macron lors des Européennes. Elle s'appelait Renaissance et après c'est devenu Renew Europe en anglais. Bon, ça leur avait réussi puisqu'ils avaient réalisé un bon score. Mais là où je rejoins Jean-Marie, ça fait très marketing. Vous savez, ça me fait penser à Pass Navigo qui a remplacé Carte Orange Bien Français et toutes les régies de transport à Toulouse. Avant, c'était la société mixte des autobus toulousains. C'est devenu Tisséo, ces entreprises qui changent de nom. La CGE, Veolia. Ouais, ou SNCF Connect aussi, voilà, ça a un peu fait jaser aussi la nouvelle app. Tout ça, on change de nom, on change de logo. Pour l'emploi va venir France Travail, après avoir été... Enfin voilà, tout ça change de nom. Bon, on est dans la communication pure et dure. Après, il ne faut pas se tromper, cet ensemble, il porte un seul nom, c'est Emmanuel Macron. Ça n'a pas changé depuis 5 ans. Rappelons-nous, il y a 5 ans, les députés
investis par LREM et le MoDem, avaient fait campagne avec à côté leur photo et celle d'Emmanuel Macron. Et là, 5 ans après, on est exactement dans la même configuration. Donc le président, en effet, lance la campagne au lendemain de cet accord NUP, ou peut-être faudrait-il l'appeler DUP, à gauche. On va en parler de cet accord. Et il ouvre une séquence dans laquelle il va encore devoir monter au créneau pour mener la bataille. Et Yasmina, vous n'êtes pas tout à fait d'accord? C'est pas que de la com, là? Non, parce que là où je suis d'accord, c'est qu'en effet, ça sera autour d'une personnalité, d'un personnage qui est Emmanuel Macron, bien évidemment, mais derrière Renaissance, il y a aussi ce qu'est Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il aime l'histoire de France et la France, et on ne peut pas se dire que c'est loin de la référence historique de notre histoire française, européenne. La Renaissance, c'est le 15e, 17e siècle, c'est juste avant les Lumières. Tous ces discours sont empruntés de ça, de notre histoire. Donc le renouveau, l'envie de changer les choses. Édouard Philippe le disait tout à l'heure, avec, en effet, je suis d'accord avec vous, il n'est pas très à l'aise, parce qu'il a surtout envie de parler d'horizon, et pas forcément de Renaissance, et il le fera pendant 5 ans, et il existera différemment d'Emmanuel Macron. Mais aujourd'hui, il est l'heure de montrer l'unité, et il a parlé de cette unité pour faire écho à ce qu'avait dit le président de la République au soir de l'élection. Donc c'est pour marquer que les temps ont changé, que l'époque va être difficile. On est aujourd'hui avec un président de la République qui n'a pas de 100 jours de grâce, qui est à 41% d'opinion favorable contre 57% en 2017. Donc on n'est pas du tout dans la même histoire. Donc il fait référence, je pense, à la grande histoire. On ne peut pas penser à Emmanuel Macron sans au moins ça. On peut le critiquer sur des tas de choses, mais au moins cette histoire, il la connaît et il l'aime bien. Donc je crois qu'il y a quand même ça. Il n'y a pas que du marketing. Ça serait quand même d'évaluer l'instant. Et l'instant est historique, donc ça n'est pas que ça. Et Stéphane, est-ce que ça laisse augurer d'une nouvelle ère, comme ce qu'avait promis Emmanuel Macron juste après sa réélection? Alors Emmanuel Macron a promis plein de choses, il a promis qu'il changerait, il a promis qu'il allait gouverner différemment, oui, mais je vous rappelle qu'il l'a promis à plusieurs reprises au cours du quinquennat précédent, et qu'à chaque fois le naturel reprenait le dessus, c'est-à-dire qu'il a promis, mais il faisait des rechutes régulièrement. Donc là, il fait plein de promesses, il a fait plein de promesses pendant cette campagne, c'est le propre d'une campagne électorale. Maintenant, il faut qu'elle se traduise en actes. Alors, moi, je rejoins plutôt Pascal Jalabert et Jean-Marie Colombani sur le fait qu'il y a un côté très marketing, en réalité, dans ces histoires de nouveaux noms. Juste, ensemble, c'est tout sauf un scoop. Parce qu'en réalité, c'est la déclinaison d'une alliance qui s'est d'abord appelée la Maison Commune. Ça n'avait pas grand intérêt. Ils lui ont trouvé un nom, Ensemble Citoyen, qui n'a tellement pas percolé que personne s'en souvient. Et donc là, ils sont juste en train de faire plus court en disant Ensemble. La vraie info dans l'alliance, c'est pas son nom, c'est la répartition du nombre de circonscriptions, 58 pour Horizon, entre 101 et 110 pour le MoDem. Ouais, c'est pas mal, 58 pour Horizon, non? Oui, mais c'est ça la vraie info du jour. Bah, tout est relatif, si vous voulez, mais après... Voilà, voilà, Pascal a complètement raison, il faut les gagner. Et quant à Renaissance, moi, ce que j'observe dans ce changement de nom, c'est qu'effectivement, je vous rappelle que le premier parti d'Emmanuel Macron, c'était En Marche, EM, ça correspondait à ses initiales. On est passé à La République En Marche, LREM, il y avait à nouveau ces initiales dedans. Renaissance, il n'y a plus. Donc effectivement, il y a peut-être cette volonté de se dire que là, maintenant, qu'il n'aura pas à se représenter en 2027, il a peut-être quelque chose à construire qui ne soit plus exclusivement axé et tourné sur sa seule personne, et qu'il y a peut-être quelque chose de collectif à fabriquer. L'autre chose que je vois dans ce changement de nom, c'est qu'il fait référence à Renew, ce que vous avez très bien dit. Et je vous rappelle qu'en réalité, la vraie élection, la seule qui a été gagnée au cours de son quinquennat, elle a été gagnée sous cette étiquette-là, Renew Europe. C'est les européennes qui ont été un vrai grand succès électoral pour la majorité présidentielle en 2019. Tout le reste, le LREM, en 5 ans, c'est quand même un parti qui n'a pas réussi l'ancrage local qui était espéré. Alors ils vous diront que c'est normal, qu'il faut du temps, n'empêche qu'on peut se dire que sur 5 ans, quand vous prenez un peu de recul, les régionales, les départementales, les municipales, etc., c'est une succession d'échecs. Donc changer de nom ne peut leur faire que du bien. Jean-Marie, vous disiez que Édouard Philippe est tout le temps resté extrêmement loyal à Emmanuel Macron. C'est vrai, mais ces derniers temps, les relations, elles n'étaient pas si faciles que ça. Il lui aurait pas parlé depuis sa réélection. Non, bien sûr, les relations sont difficiles parce qu'il est mis un peu de côté par Emmanuel Macron, objectivement, et que Emmanuel Macron lui préfère probablement, enfin de façon visible, la compagnie de Nicolas Sarkozy
plutôt que celle de son ancien Premier ministre. Ce qui peut froisser à gauche aussi, peut-être. Et puis surtout, on voit bien qu'il veut être maître du terrain pendant les 5 ans qui viennent, en sachant que, n'étant pas rééligible, bien, ça va s'agiter tout autour de lui, bien sûr. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est passé d'un face-à-face qui était souhaité par Emmanuel Macron, face-à-face Macron-Le Pen. Vous avez observé que Marine Le Pen est en vacances. Et que, une semaine, elle a pris une semaine. Oui, et que Emmanuel Macron, lui, souffre de l'opération de Mélenchon, en ce sens que Jean-Luc Mélenchon a réussi à faire oublier qu'Emmanuel Macron a gagné, et que toute l'attention du pays, et l'attention médiatique évidemment, a été polarisée sur Jean-Luc Mélenchon. Mais au fond, je pense que Emmanuel Macron y trouve aussi avantage, parce qu'on reconstitue là le face-à-face des législatives, qui sera Emmanuel Macron face à Jean-Luc Mélenchon et à une gauche, on dit radicale, on pourrait dire en grande partie extrême, pour un certain nombre d'idées portées par Jean-Luc Mélenchon. Et donc, voilà la configuration dans laquelle on est, et voilà la signification de tout ce que nous vivons aujourd'hui. C'est l'installation de ce face-à-face qui va dominer les législatives et qui va déterminer le sort des urnes, avec évidemment, de la part d'Emmanuel Macron, l'espoir que les gens lui donneront une majorité, puisqu'ils viennent de le réélire. Mais encore faudrait-il s'en souvenir qu'on vient de le réélire, parce qu'il y a quand même du temps entre les deux scrutins, et qu'il aura donc une majorité pour gouverner. Et de son point de vue, il me semble que Jean-Luc Mélenchon marque très bien la volonté d'être seul maître de l'opposition, enfin l'opposition avec un grand O à Emmanuel Macron. C'est un peu le nouveau paysage que nous avons sous les yeux. Donc cette confédération-coalition va devoir investir, trouver des noms, proposer des gens. Et il y a notamment un certain Manuel Valls qui pense être le candidat pour une des circonscriptions à l'étranger, qui regroupe, je crois, l'Espagne, le Portugal. Andorre et Monaco. Andorre et Monaco. Vous êtes spécialisé alors. Non. Un mot, une pensée. Non, parce qu'il n'est pas très content, le député sortant. Il l'a déjà dit. Il est moins content. Il est moins connu, mais il est tout aussi combatif. Bon, même si on ne parle pas catalan, on peut regarder ce clip. Je m'appelle Manuel Valls, donc en catalan, qui est particulièrement édifiant. Ça doit se trouver sur les réseaux sociaux. Oui, oui, c'est sur YouTube. Les allers-retours de Manuel Valls entre la France et l'Espagne. Donc Manuel Valls, c'est de nouveau un parachutage. On va voir ce que ça donne. Mais alors, on ne peut pas lui reprocher à Manuel Valls de ne pas être fidèle à des convictions, parce que depuis le début, il incarne à gauche une laïcité entre guillemets originelle et l'essence de la laïcité. Il incarne la fermeté, il est sur la question de sécurité, il n'est pas décentralisateur, il l'a montré en Catalogne aussi, mais en revanche, c'est un peu la girouette, quoi. C'est-à-dire un coup je suis à Évry, un coup je suis Macron. Bon, c'est pas forcément un bon signe pour la majorité. Je crois pas qu'il leur apporte grand-chose, au contraire. Mais c'est pas forcément un poste si prestigieux que ça pour un ancien Premier ministre. Et encore, faut-il qu'il gagne ? Mais voilà, faut-il qu'il gagne ? Ça faisait longtemps qu'il grattait à la porte d'En Marche, de Renaissance, enfin, on l'appelle comme on veut. Ça faisait longtemps qu'il espérait être regardé par Emmanuel Macron, peut-être de faire oublier leur désaccord ou presque leur petite guerre autour du 49-3. Donc là, il semblerait qu'au moins le président de la République regarde de son côté, mais faudrait-il qu'il gagne ? Parce que je crois que l'opinion publique a fait connaissance avec Manuel Valls à différentes périodes. Et en effet, le côté girouette, pour reprendre votre mot, peut aussi esquinter le regard que peuvent avoir les Français sur l'univers politique. Et c'est l'occasion de montrer une unité, c'est vrai, mais de montrer aussi une cohérence dans les convictions. Et entre les calculs pour législatives du côté de la gauche et puis certains qui veulent absolument avoir une députation quelque part pour ne pas être perdu du monde politique, voilà, ça n'arrange rien. Donc Manuel Valls, je pense, n'apportera pas grand-chose à Renaissance, mais n'apportera pas grand-chose non plus à la politique française aujourd'hui. Je crois que les Français lui en veulent un peu d'être partis. Et Stéphane, vous avez un mot à dire peut-être sur Manuel Valls, ou sinon on va peut-être passer, on en a dit assez peut-être sur Manuel Valls, sur le Premier ministre. On va peut-être parler aussi des difficultés quand même pour le président Macron de recruter notamment un Premier ministre. Il semblerait qu'il aurait déjà, ou en tout cas son entourage aurait essuyé des refus de 2 femmes. Véronique Bédag, qui est une énarque, qui a travaillé dans les instances gouvernementales, on va dire, ou en tout cas dans les cabinets, qui est retournée dans le privé.
mais aussi de Valérie Rabault, présidente du groupe PS à l'Assemblée. C'est compliqué pour un président de recruter un Premier ministre ? C'est pas compliqué de recruter un Premier ministre. Il y a beaucoup de candidats et de candidates. Simplement, là, en l'espèce, la première a été en effet sollicitée et elle a refusé. C'est l'ancienne directrice de cabinet de Manuel Valls. Et la seconde, à mon avis, c'est une approche indirecte et c'est pas une proposition formelle. Je veux dire, ça fait partie du jeu de lancer comme ça des noms qui sont peut-être des leurs et ainsi de suite. Non, je pense que Emmanuel Macron, là, dans la phase d'attente qui est la sienne, là, il joue plutôt... il est en campagne malgré tout. Et il est en campagne, il centralise à nouveau la campagne des législatives autour de lui et il laisse l'adversaire se découvrir. Il a laissé l'adversaire se découvrir avec les failles de cet adversaire. On va peut-être en parler tout à l'heure parce que l'accord pseudo-historique à gauche peut servir Emmanuel Macron de façon électorale très simple et très rapide. Donc, et il attend que l'adversaire se découvre. Et puis au lendemain du moment où l'adversaire s'est découvert, il lance lui-même il annonce sa propre organisation. Et en même temps, il pose des jalons ici et là. Il parle ici, il parle là, ainsi de suite. Mais Stéphane, comment comprendre ? Et regardez par exemple son coup de fil à Poutine, qui n'avait il n'y avait aucun objet particulier là, mais ça fait partie aussi le nom peut-être aussi, on l'a dit, du parti, parce que le clivage européen va être majeur avec une nouvelle union de la gauche. Majeur, parce qu'il a en face de lui une coalition qui se donne le droit, qui prétend avoir le droit de désobéir, donc de ne pas appliquer les règles. Donc à terme de sortir, parce que si vous décidez de ne pas appliquer les règles, in fine, vous sortez. Donc c'est un clivage absolument majeur. Donc il fait tout cela. Après, pour recruter, pour choisir, il y a toujours des hésitations partout, toujours quand on a changé de Premier ministre. Il y a toujours... Là, on dit qu'il cherche une femme, qu'il faut qu'elle ait un ancrage social, il faut qu'elle soit environnementaliste. Voilà, donc alors tout le monde regarde Elisabeth Borne parce qu'elle a ce profil-là. Elle a été directrice de cabinet de Ségolène Royal pendant que Ségolène Royal était ministre de l'Environnement, ainsi de suite. On verra bien, hein, je veux dire. En tout état de cause, ce ne sera pas un événement politique. Ce sera quelqu'un qui sera là pour servir Emmanuel Macron. Et Stéphane, donc ça donne une dimension particulière. La dimension politique, c'était celle d'Édouard Philippe. Et on a vu à quel point Emmanuel Macron pouvait en être mécontent, classiquement mécontent. Donc Jean Castex, profil plutôt serviteur de l'État et ainsi de suite. Donc probablement nouveau profil Jean Castex, mais au féminin. On va le voir. Stéphane, est-ce que vous pensez que ce sont des hésitations ou des difficultés pour recruter ? Comment expliquer un petit peu ce gouvernement qui n'arrive pas et ces noms qui ne tombent pas ? Ah non, je ne pense pas du tout que ce soit des hésitations. Je pense que Emmanuel Macron a tout intérêt à prendre son temps avant de choisir son premier ou sa première ministre. Et c'est ça qu'il est en train de faire. Pourquoi ? On revient à ce qu'on disait au début. Il a promis pendant cette campagne qu'il allait changer et de méthode et de façon de gouverner. Il a insisté sur le fait que son futur Premier ministre devrait prendre en charge la fameuse planification écologique, qui sera un très très gros morceau des 5 années qui viennent. Et en fait, il est en train à la fois de chercher un mouton à 5 pattes. C'est-à-dire que dans l'idéal, il faudrait que ce soit une femme, qu'elle ait une sensibilité sociale, écologique, les différentes choses qui ont été annoncées. Il n'y a pas 36 000 candidats qui puissent répondre à tous ces critères, même si effectivement il y a plein de... Je pense comme Jean-Marie Colombani que des candidats potentiels, il y en a plein, mais qui cochent toutes les cases. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Et il a intérêt à réussir son casting s'il veut envoyer un message fort. C'est-à-dire que si la première façon d'incarner le changement qu'il a promis, c'est de trouver une personnalité qui représente tout ça, en fait, et qui marque le pas. Donc, il y a ce premier point. Donc, il a intérêt à prendre son temps et pour bien choisir. Et la deuxième chose, c'est que, et là où je suis également tout à fait d'accord avec Jean-Marie Colombani, c'est qu'il attendait aussi de voir comment les choses allaient se danser, notamment à gauche, avant de se prononcer. Il y a une question de tempo qui à mon avis, est le bon. Ce qui nous surprend, c'est que Jean Castex avait clairement dit qu'il ne voulait pas continuer, qu'il ne voulait pas être l'homme qui allait mener la majorité présidentielle vers les législatives. Je crois qu'il a fait son temps, il a envie d'entrer à Prades. On s'attendait tous à ce qu'il présente sa démission très vite et qu'il s'en aille très vite. Donc c'est là qu'il y a une espèce d'atermoiement ou d'incohérence. On se dit, tiens, finalement, il devait partir très vite, il ne part pas très vite. Pourquoi ? Mais encore une fois, je ne pense pas du tout que ce soit une question de difficulté à recruter. Et je pense que c'est au contraire stratégique et que ça fait partie de l'intérêt du président de la République de prendre son temps
Pour pas se tromper. Et de rester le maître des horloges, comme on dit. Oui, tout à fait, pour ne pas réitérer certaines erreurs qui ont pu avoir lieu lors des premiers castings, que ce soit pour la députation haute. On parlait de CV, ça ressemblait à une start-up, on a cru qu'on était en train de recruter pour une entreprise. Donc il faut aujourd'hui proposer autre chose. Je crois aussi que pour la députation, il regarde et il va nommer, ça doit tomber d'ailleurs aujourd'hui, lui-même les gens pour ne pas avoir d'erreurs de casting. Parce qu'on le sait, on a parlé de députés Goudio ou de ministres qu'on ne connaissait pas, même encore aujourd'hui. Peut-être que beaucoup de Français ne sont pas capables de citer les 5-6 ministres importants du pays parce que... Alors c'est vrai qu'on avait été ébloui par Jean-Michel Blanquer. Il y avait même eu une qui disait qu'il était le vice-président. Mais il n'y avait pas eu vraiment de personnalité très forte parce qu'il y avait cette envie de la société civile. Et peut-être qu'aujourd'hui, il est temps de faire le bilan de ce qu'est la société civile et ce que c'est que d'être un politique. On dit que ça n'est pas un métier, mais peut-être que finalement, oui. Donc il faut réfléchir à la méthode, à la façon de gouverner sans côté jupitérien, tout en acceptant peut-être d'avoir un Premier ministre qui soit en effet au service, mais qui puisse briller un petit peu. Peut-être pas autant qu'Édouard Philippe, mais quand même un peu. Pascal, vous êtes spécialiste des territoires. Juste par rapport à ce que Yasmina disait sur le pouvoir jupitérien, etc., vous avez l'impression que dans les territoires, personne ne connaît les ministres. Vous pensez que Paris est vraiment déconnecté, etc., à ce niveau-là? Oui, que le 3/4 des ministres soient de grands inconnus, ça c'est pas nouveau, c'est comme ça. Ça va même plus loin, dans beaucoup de circonscriptions urbaines, on ne connaît pas son député. Moi, je me souviens, il y a très longtemps, j'étais à Carcassonne. Le député local avait fait faire un sondage sur la ville-centre. Eh bien, qui est votre député? La première réponse qui apparaissait, c'était le nom du maire qui n'a jamais été député. Et la deuxième, le président du conseil général qui était sénateur, qui n'était pas député. Donc, c'est dire la faible notoriété de certains politiques. Après, je rejoins Jean-Marie sur l'analyse que la confrontation, là, elle se fait avec la gauche. Pourquoi? Parce que quand on regarde justement le vote dans tous les territoires, les circonscriptions qui peuvent basculer, que détient actuellement la majorité, donc le bloc Renaissance, Modem et Horizon, elle se situe beaucoup dans les métropoles et en zone urbaine. Et en face, le Rassemblement national, il compte peu, donc ils vont se retrouver en confrontation directe avec des candidats de gauche. Alors que, dans les territoires où le Rassemblement national est fort, ce sont plutôt les territoires ruraux, avec l'appui de la droite et une gauche plus faible qui au second tour en général fait le job, il y a moins de risques. Donc du coup, Emmanuel Macron est obligé de caler son tempo sur ce qui se passe à gauche. Donc là, il attend de voir comment terminer les négociations et il va encore attendre un peu parce que qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Eh bien, c'est toutes les dissidences dont on va sans doute parler après qui vont apparaître par rapport à cet accord que moi je baptise dupe plutôt que nupe. Justement, on va en parler de cette coalition de gauche. On en a beaucoup parlé ces derniers jours. En reparler aussi. Les Verts ont accepté, les communistes aussi, la direction du PS aussi. Et ce soir, dans pas longtemps, dans 1h30, 19h heure de Paris, eh bien, le Conseil national du PS va donc se prononcer oui ou non. À votre avis, est-ce que l'accord peut être retoqué? Où il va passer cet accord pour rejoindre cette coalition de partis, on le rappelle, menée par la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon? Alors, mon avis à moi, c'est que même si l'accord passe, il ne sera pas appliqué sur l'ensemble du territoire. Et je vois bien une bonne centaine de dissidences. Alors certains ont commencé à le dire. Michel Picard, par exemple, le maire communiste de Vénissieux, qui ne supporte pas le parachutage de Tahabouaf, qui est ce journaliste qui a quand même traité de pouilleux les confrères de Charlie. Donc on peut la comprendre. À Paris, il y a 2 proches de Anne Hidalgo qui n'ont pas envie de laisser la place. Dans le département du Tarn, Christophe Ramon, le président du conseil départemental, a déjà investi ses 3 candidats. Pareil en Ariège, où la présidente du conseil général et la présidente de région, Carole Delga, socialiste, et la mieux élue de France ont investi 2 candidats contre les sortants insoumis. Donc voilà, ce type de situation va se présenter dans beaucoup de départements et de circonscriptions. Je crois qu'à Pau aussi, le sortant socialiste a annoncé qu'il s'est représenté alors qu'il n'est pas dans l'accord. Bref, qu'il y ait accord ou pas, sur le terrain, ça ne va pas se passer comme ça. Et Yasmina, ça va être explosif, ce Conseil national du PS. On s'attend, on a déjà entendu des appels au calme. Oui. Certains représentants socialistes dire on ne va pas être d'accord, mais essayons de faire les choses bien et donner une bonne image du parti.
Oui, non, mais c'est vrai que tout à l'heure, vous avez dit le mot pseudo-historique. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. C'est pseudo parce que depuis hier, on dit que c'est totalement historique ce qui arrive. Non, ça ne va pas durer longtemps. Dupe, en effet, parce que ça va être explosif, que les mésalliances vont s'entendre très vite. La laïcité et l'Europe, comment on fait pour faire des compromis là-dessus? C'est pas vraiment possible. Tahabouaf est aussi un souci dans le CV et le pédigré du monsieur. Donc, c'est compliqué de pouvoir garder une colonne vertébrale, même si on a fait un et quelques au présidentiel, quand on s'appelle Parti socialiste, il faut pouvoir tenir quelque chose. Je comprends que ce soit la survie du parti qui soit en jeu, mais je comprends aussi la réaction de M. Cazeneuve, la réaction de Carole Delga qui vient de tweeter il n'y a pas très longtemps, exercer des responsabilités politiques, c'est d'abord avoir un projet pour le peuple, la nation et pour l'avenir. Je voterai contre cette stratégie ce soir. Madame Hidalgo n'est pas exactement là-dessus. Elle déplore le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de garanties, mais elle ne l'empêchera pas. Donc on voit déjà les dissensions apparaître et les éléphants du parti qui indiquent qu'ils iront voir ailleurs où. C'est ça qui va être intéressant, c'est l'épisode 2. Ouais, l'épisode 2. Et on va écouter Olivier Faure. Olivier Faure, c'est bien sûr le patron actuel des socialistes qui mène les négociations, qui a poussé pour faire alliance avec Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il avait le choix ou pas? En tout cas, ce matin, sur les radios, il défendait le projet. Non, il ne va pas perdre son indépendance, le Parti socialiste. On écoute Olivier Faure. Si vous me demandez s'il y a une forme de soumission aux insoumis, la réponse est clairement non. Il y a un accord, la volonté de construire une coalition avec des divergences qui se maintiendront, et puis aussi des points de convergence qui sont tellement nombreux qu'il serait complètement fou de passer à côté et de considérer que parce que nous avons des désaccords, nous ne pouvons pas gouverner ensemble. Jean-Marie. C'est un, comment dire, c'est le triomphe de Jean-Luc Mélenchon, cette histoire. Et c'est sa grande habileté qui est rendue possible par la médiocrité des gens qu'il a en face de lui, notamment au Parti socialiste. Tout à fait. Et je pense, pour ce qui me concerne, c'est le dernier clou sur le cercueil du Parti socialiste. Ah, pour vous, c'est clair. Mais oui, parce qu'on fait référence, par exemple, à l'union de la gauche du temps où le Parti communiste était allié avec le PS et les radicaux de gauche et la victoire de François Mitterrand. C'est exactement le contraire. Ça n'a rien à voir. Dans les années 70-80, il y avait 3 partis qui chacun avait son programme, ils se sont mis ensemble, ils ont discuté d'un programme commun. Là, c'est pas du tout la même chose. Là, on leur demande d'approuver ce que pense Jean-Luc Mélenchon. Alors après, on dit oui, mais on a des divergences avec ceci ou cela, mais le corpus, c'est Jean-Luc Mélenchon qui l'a défini dans son élection présidentielle. Tout ça repose sur une erreur manifeste, qui est qu'ils ne se souviennent même pas qu'il y a 5 ans, quand Jean-Luc Mélenchon fait 20% au premier tour, ensuite, aux législatives, il tombe à 10, 11%, 11 ou 12%. Il y a un décalage immédiat et automatique. Et là, on le crédite uniquement de son premier tour et les socialistes pensent qu'ils ne vont faire que 1,5%. C'est ridicule. Aux législatives, c'est tout autre chose. Donc ça repose sur un tour de passe-passe que Jean-Luc Mélenchon a réussi, mais encore une fois, voilà. Et quel est le fond de l'accord? Le fond de l'accord, ils échangent des circonscriptions contre des convictions. Alors, 70 circonscriptions extraordinaires, mais si tous ceux-là sont vainqueurs, le premier groupe à l'Assemblée nationale, ce sera celui de Jean-Luc Mélenchon et certainement pas les socialistes qui seront la dernière roue du carrosse. Et par ailleurs, si on regarde un petit peu le fond, parce qu'il faut quand même s'intéresser un petit peu à ce qu'il y a au fond, c'est un non-sens. Revenons à l'accord Parti communiste, Parti socialiste, radicaux de gauche de l'époque de l'Union de la gauche. Les communistes avaient cédé sur la force de frappe, l'Europe et l'Alliance Atlantique, qui étaient des forts points de désaccord, mais qui s'étaient faits, je veux dire, et c'est à cela qu'ils s'étaient ralliés. Là, on a à l'inverse un Parti socialiste qui se rallie à quelqu'un qui prône le non-alignement. Ils savent ce qui se passe à l'est de l'Europe. Ils ont regardé un petit peu ce qui se passe. Le non-alignement de la France aujourd'hui, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Il se rallie à quelqu'un dont les conceptions sont quand même... Il a toujours eu un faible pour les... J'allais dire pour les autoritaires, enfin pour les gens qui ont un peu de... Je ne vais pas ressortir le Venezuela, mais quand même, c'est quand même bon. Et surtout, cette histoire aberrante de droit à écarter des règles européennes qui ne nous conviendraient pas. Alors on dit oui, mais vous inquiétez pas, si ça ne nous convient pas, on se mettra de côté. Justement. Non, ça ne peut pas fonctionner comme ça, parce que qui va accepter ça? Si vous faites ça, vous sortez. De toute façon, vous enclenchez un mécanisme de sortie. Et quand vous regardez l'ensemble du programme de Jean-Luc Mélenchon,
la plupart des dispositions qu'il prend sont contraires aux règles européennes. Donc on voit bien que c'est quelqu'un qui n'est pas européen et qui est toujours à la limite du Frexit ou de la sortie sans vraiment le dire. Donc pour des socialistes qui se prétendent les héritiers de François Mitterrand, c'est un non-sens absolu. Donc c'est vraiment tomber très très bas que d'échanger quelques circonscriptions et de brader des convictions de cette nature. C'est pas rien. Mais quand on regarde l'accord, en fait, c'est pas un accord, c'est plusieurs accords. C'est plusieurs accords entre la France insoumise et chaque parti. Vous prenez par exemple celui signé avec les communistes, qui prévoit la renationalisation d'EDF, des autoroutes, des aéroports. Ces points-là, ils ne sont pas dans les accords avec le Parti socialiste. Mais l'interprétation qui est donnée par l'interprétation, juste un mot, l'interprétation qui est donnée par le Parti communiste est intéressante. L'édito de l'Humanité est très intéressant. Il dit c'est la fin de la social-démocratie. La social-démocratie, c'est ce qui était au pouvoir quand François Mitterrand était au pouvoir, quand Lionel Jospin était au pouvoir, quand François Hollande était au pouvoir. Donc c'est la fin de la social-démocratie. C'est bien comme ça qu'il faut comprendre les choses. Stéphane, sur le fait que ce soit plusieurs accords, comment ils vont se mettre d'accord, justement? Mais ils ne se mettront pas d'accord. Ils ne se mettront pas d'accord. En fait, on va se dire les choses. Cet accord, il est purement électoraliste. Point. La réalité, c'est ça. Et ce n'est pas autre chose. Alors après, ils peuvent se mentir eux-mêmes. On peut fanfaronner, claironner que c'est un accord, une alliance historique. Non, c'est du pipeau. C'est pas vrai. En réalité, ils savent déjà que de toute façon, si en cas de victoire, ils assurent qu'ils seraient capables de gouverner ensemble, mais déjà à l'Assemblée, dans des groupes séparés, le but du jeu, il est très clair, c'est de pouvoir sauver les meubles c'est un accord de boutiquier. Ouais, c'est ça. Voilà, et c'est avoir un groupe parlementaire qui est arrivé à avoir quand Lionel Jospin a fait la gauche plurielle, il n'a pas fait des accords séparés. Et en 97, moi j'avais couvert cette élection, au législatif 97, il met autour de la table Dominique Voynet, Robert Rue à l'époque, Jean-Michel Baillet et Jean-Pierre Chevènement, et ils font un accord, un vrai, avec un programme de gouvernement, les 35 heures, le PAX, les emplois jeunes, l'Europe, bon, tout était clair et chacun a cédé sur une partie. Mais là, c'est sur des discussions en même temps, un des moteurs de tout cela, c'est quand même l'aspiration d'une grande partie de l'électorat de la gauche à l'union. Et quand vous vous dites unitaire, vous vous placez automatiquement à gauche. Si vous n'êtes pas unitaire ou si vous critiquez l'union, on vous écarte. Vous voyez, on dit vous n'êtes plus de gauche. Donc ça pèse aussi sur les esprits et chez des gens qui manifestement ne voient pas plus loin que cela. Yasmina, vous pensez aussi que c'est un accord purement électoraliste et qu'il n'y a pas d'idée derrière, il n'y a pas de volonté vraiment de gouverner ensemble? Non, parce que pendant la campagne et avant la campagne, les Français de gauche se sentaient orphelins et avaient envie d'une union, à tel point qu'on a été jusqu'à imaginer les primaires populaires, et aucun des personnalités en vue, surtout Jean-Luc Mélenchon, ne voulait céder à cette union parce qu'il y avait des problèmes d'ego, parce que qui allait diriger cette union? Est-ce que ça allait être M. Jadot? Est-ce que ça allait être M. Mélenchon? On ne savait pas. Et là, d'un coup, aujourd'hui, en l'espace de 5 minutes, parce qu'il y a une peur panique de disparaître, je parle du Parti socialiste, on cède à tout. Donc les Français de gauche qui ont voté en ayant mal parce qu'ils n'avaient pas de représentation le sentent aussi, le savent. Donc parce qu'il y a des calculs à Paris, ça ne veut pas dire que ça peut se traduire dans les urnes. On peut avoir des surprises. C'est vrai qu'en effet, en 2017, il y a eu des surprises du côté de Jean-Luc Mélenchon alors qu'il était le 4e homme. Donc tout peut arriver. Je suis pressée d'être au premier tour le 12 juin et le 19 juin pour voir si les Français sont dupes et s'ils comprennent cet accord. Et d'ici là, il y a quand même une campagne très longue parce que la campagne présidentielle a été avancée, donc législative, la campagne est encore plus longue. Que va-t-il se passer? On est très rapidement dans cet accord, ça va se décider ce soir au Conseil national, mais il reste jusqu'au 17 juin pour s'entendre. D'ici là, je ne suis même pas sûre que ça tienne. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ces divisions au sein du Parti socialiste, eh bien, ça montre quand même un virage radical, plus vers l'extrême gauche. C'est en tout cas ce que pense la France insoumise. La France insoumise qui n'arrête pas de se féliciter de ce virage vers la gauche, comme ils disent, en tout cas. Et Alexis Corbière en a reparlé ce matin. Alexis Corbière, c'est un des porte-flingues de Jean-Luc Mélenchon. C'est aussi un député, la France insoumise. On l'écoute. Il y a un paysage politique nouveau qui est là, qui n'est pas seulement là dans les élections présidentielles, mais qui depuis 5 ans est là. Et donc, il y a toute une série de gens qui sont culturellement encore matricés par l'idée que c'est le grand parti socialiste autour duquel, tel l'astre solaire, les planètes doivent tourner et sont caporalisées. Et on voit bien que tout a changé. Et aujourd'hui, il y a une situation qui est politiquement différente. Est-ce que tout a changé ?
L'astre solaire dont il parle aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il faut lui rendre cela, mais c'est ça. La réalité politique, c'est celle-là. Avec une petite nuance, c'est que alors Jean-Luc Mélenchon a obtenu plus de 7 millions de voix, mais parmi ceux qui ont voté pour lui, beaucoup n'adhéraient pas à son programme. Il y a quand même eu beaucoup de votes stratégiques d'électeurs de gauche qui n'avaient pas envie de refaire le match Macron-Le Pen. Ils n'y sont pas parvenus. Donc il faut que les Insoumis se méfient de ça et qu'ils se méfient aussi des votes intermédiaires qu'il y a eu pour les collectivités locales. Leur liste au régional, dans beaucoup de régions, ça a été moins de 5%. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas non plus, les candidats pour briller dans 577 circonscriptions. Même problème d'ailleurs que pour le Rassemblement national. Et ce qui est stupéfiant dans cette histoire, c'est que effectivement, à la présidentielle, il y a eu un triple vote utile. Il y a eu un vote utile à gauche en faveur de Jean-Luc Mélenchon, un vote utile à droite en faveur de Marine Le Pen et un vote utile au centre en faveur d'Emmanuel Macron. Et le problème, c'est que les élections se suivent mais ne se ressemblent pas. C'est-à-dire que tirer des enseignements de la présidentielle pour prédire ce qui va arriver aux législatives, je pense que c'est une grossière erreur. Là où Jean-Marie Colombani a complètement raison, c'est que la vraie base de la France insoumise, son vrai niveau d'étiage, c'est 10-11%. Et ça ne change pas. Qu'est-ce qui se passe à la présidentielle ? La France insoumise a un excellent candidat, Jean-Luc Mélenchon, qui surperforme dans cet exercice-là, à ce moment-là, à la présidentielle. En face, vous avez les socialistes qui ont eu la plus mauvaise candidate qui soit imaginable et possible, et ils ont totalement sous-performé. 1,75, c'est un drame, mais les législatives ne ressembleront pas forcément à la présidentielle. Or là, dans cette espèce de mouvement de panique, en se disant attention, on va se prendre une cartouche et c'est la fin du parti, ils sont en train de provoquer la mort du Parti socialiste. Parce qu'en réalité, le Parti socialiste est déjà mort. C'est-à-dire que vous avez les éléphants, etc., un certain nombre de gens qui disent moi, ce sera sans moi. Ils vont peut-être ou pas s'entre-déchirer ce soir au niveau du Conseil national, mais de toute façon, vous aurez des décidants aux législatives, et c'est pas parce qu'il y a une alliance, une pseudo-alliance de la gauche, qu'ils vont gagner les futures élections. Moi, je vais vous dire ce qui va se passer. Le premier parti Dites-nous ce qui va se passer. Moi, j'ai besoin de savoir. Le premier parti de France, le 12 et le 19 juin, ce sera l'abstention. Comme l'abstention aux législatives, elle ne cesse de progresser depuis 20 ans. Elle a dépassé 50%, c'était 51% au premier tour en 2017, 57% au second tour. Je ne sais pas si vous réalisez bien, la moitié des électeurs ne se déplacent pas. Et quand les gens ne se déplacent pas... Emmanuel Macron a une chance, c'est qu'il a les personnes âgées, il a les personnes âgées et les personnes bien installées qui vont voter. Alors que Mélenchon et Le Pen sont plus fragiles. Pour le sujet, mais je peux vous dire que ce n'est pas ça qui ramènera les jeunes aux urnes. Les abstentionnistes ne vont pas être mobilisés par le discours de Jean-Luc Mélenchon. Il ne va pas réussir à les abstentionnistes s'abstiennent d'autant mieux qu'on pense que c'est joué, que la France va donner une majorité au président qu'on vient d'élire. C'est classique. Donc, je veux dire, et le coup de maître de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'avoir très très vite indiqué oublié qu'on nommait le Premier ministre, mais qui s'auto-élisait Premier ministre. Ça, c'est un coup de génie incroyable. Bien sûr, c'est assez incroyable. Et il a permis aux médias et à ceux qui s'intéressent à la question de tourner le virage vers législative et d'en faire un véritable enjeu de troisième tour. Mais ça ne veut pas dire que les Français vont suivre, parce qu'habituellement, il y a une très forte abstention et qu'ils savent déjà pour qui ils vont voter. Plus ou moins, c'est plutôt local et ils sont peut-être parfois attachés à leurs députés, ont envie de rendre un mandat, et on sait que la droite et la gauche sont très ancrés, donc il n'y a pas de raison que ça change parce qu'il y a eu ce coup de génie. C'est un coup de génie de communication, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que ça va se traduire dans les faits. Législatif, c'est encore un autre scrutin, et on avait fait la même erreur avec les européennes, on avait confondu les européennes avec la présidentielle à l'époque. En attendant, on a été surpris par En Marche. Un objectif historique, puisque un trotskiste, Jean-Luc Mélenchon, passe devant les communistes et les socialistes. Donc je ne sais pas si historiquement vous voyez ce que ça représente. Beaucoup plus longtemps que trotskiste. Bien sûr, mais néanmoins trotskiste toujours. Mais néanmoins, c'est quand même ce que vous êtes en train de souligner. Un certain François Bayrou l'a dit aussi tout à l'heure. Il parlait de son nouveau mouvement Ensemble, enfin cette confédération, et il comparait un petit peu avec l'Union des gauches. On écoute François Bayrou. Pour nous, c'est évidemment un moment très important. Vous vous souvenez que pendant des semaines, on a assisté aux péripéties à gauche d'une désorganisation et de rivalité qui ont une caractéristique, c'est que
les rassemblements qui s'opèrent se font à l'encontre du bon sens et à l'encontre des convictions. Bon, comme souvent avec François Bayrou, oui, ça prend du temps, mais le message arrive à destination. En fait, il faut remonter aussi au quinquennat de François Hollande, parce que les vrais vainqueurs, au fond, c'est les frondeurs. C'est les frondeurs. Ce sont les frondeurs, parce que ce sont les frondeurs qui ont fait croire que François Hollande prenait des mesures de droite, alors que François Hollande, petite parenthèse, se conformait rigoureusement au plan de toujours du Parti socialiste sur le plan fiscal. C'est d'ailleurs ce qui lui a valu cette grande impopularité. C'est l'application à la lettre de toutes les ambitions fiscales du Parti socialiste depuis toujours qui a un peu plombé François Hollande. Mais les frondeurs ont réussi à faire croire qu'ils n'étaient pas. Et donc ils ont instruit de fait le procès de la gauche de gouvernement, de la gauche social-démocrate. Et donc il y a toute une partie du PS qui s'est de cette façon a été réaspirée par une idéologie qui n'est pas la sienne, mais qui les a finalement réaspirés, qui est une idéologie à l'extrême gauche. Pendant que ça nous ramène des années en arrière où la domination intellectuelle, politique, stratégique était celle du Parti communiste et qui faisait que vous ne pouviez pas, si vous vous déclariez pour ceci ou pour cela, et si le Parti communiste n'était pas d'accord, vous n'étiez plus de gauche. Et donc c'est un peu ça qui se reproduit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on revient à l'avant Mitterrand. Et juste donc, le mot de la fin, on va le donner à Yasmina. Oui, le grand succès des dirigeants socialistes aujourd'hui, c'est ça. Quel avenir, en un mot, quel avenir pour François Hollande ? Député, il va revenir, qu'est-ce qu'il va faire ? Député, je crois que là... Commentateur. Oui, commenter. Ségolène le fait déjà, pourquoi pas lui ? Ça, ils vont commenter en famille, en ex-famille. Non, je suis pas... Il pourra venir en plateau chez Voilà. Voilà, c'est la fin de Politique sur France 24. Restez avec nous pour toujours plus d'actualité internationale, mais aussi de politique française.